Merci Federico Benincasa d'être présent aujourd'hui. Vous êtes polytechnicien, entrepreneur du web et de la tech, cofondateur de la plateforme Wallburners, la seule source de NFT street art officielle. Nous avons quelques questions passionnantes à vous poser. Face au boom des NFT et des sommes folles que l'on voit passer, il est difficile de comprendre l'engouement pour de simples images de petits singes que tout le monde peut avoir gratuitement. Vous pouvez nous éclairer ? Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant parce qu'il a tendance à défier le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de conversations dans ce monde du NFT qui explose, dans lesquelles la vraie question qui revient au bout d'un moment, c'est « Et toi, est-ce que tu investirais 100 000 € dans une image de singe ?» Et dit comme ça n'a absolument aucun sens, ça n'apporte pas une grande valeur. Et en fait, ça véhicule, à mon avis, une grande confusion. Il y a beaucoup de sujets, des sujets techniques, des sujets réglementaires, il y a tout un nouvel univers qui se mélange dans ces conversations, et on finit par avoir effectivement quelque chose qui a l'air d'aller à l'encontre complètement du bon sens. Je pense qu'il y a essentiellement deux sujets dans la phrase « Est-ce que tu investirais 100 000 € sur une petite photo de singe ?» qu'il faut relativiser. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on achète ? En réalité, on n'achète pas une petite photo de singe, dans la majorité des cas en tout cas. Quand on participe à un projet NFT, quand on finit par acheter un NFT, donc en fait un contrat de propriété sur un bien numérique, ce bien numérique étant symbolisé par une petite photo de singe ou d'animal ou que sais-je, en réalité ce que l'on fait, c'est qu'on participe, on prend des parts, on prend une action, on prend un petit bout de quelque chose qui est un projet a priori beaucoup plus large et qui est présenté par les fournisseurs, par les créateurs de ces solutions. Alors le projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut effectivement être fin à soi-même de dire je veux faire partie des collectionneurs de quelque chose parce que j'imagine ou je sais que telle ou telle célébrité ou tel investisseur va lui aussi faire partie de cette collection. Ça peut être ce type de projet. Mais la majorité des projets ont réellement une roadmap et une roadmap beaucoup plus avancée qui à un moment va donner de la valeur à la participation que vous avez prise. La petite image, le petit gif du petit singe n'est finalement que le ticket d'entrée sur des choses qui alors peuvent être très très variées. C'est ça qui est intéressant, c'est que le champ des possibles est absolument infini. Alors c'est souvent des jeux, on participe souvent à l'élaboration de jeux dans lesquels votre NFT ou votre personnage va participer et peut potentiellement prendre de la valeur. On participe aussi à des films, des bandes dessinées, des dessins animés. Il y a tout un univers en fait de projets qui finalement sont financés ou en tout cas obtiennent un financement à travers l'achat des NFT. Si on veut faire un parallèle avec quelque chose qui est un peu plus commun, c'est très proche du crowdfunding en réalité. On va vous présenter une roadmap et vous dites moi j'y crois, je crois que ça va monter, je crois que c'est intéressant, je crois que les gens qui sont derrière cette roadmap sont des gens qui sont capables de la mener à terme, donc je vais participer. Et la participation se symbolise par l'achat d'un NFT, qui n'est finalement qu'un contrat. Je donne de l'argent en échange de la propriété d'un petit bout du projet et j'obtiens un GIF que je peux présenter, montrer et dire regardez, je suis effectivement propriétaire de quelque chose qui a une rareté, etc. C'est un concept qui est beaucoup plus proche effectivement du crowdfunding que du pur projet artistique. Dans la phrase qui consiste à dire pourquoi tu mettrais 100 000 € dans un petit singe, il y a aussi un vrai malentendu par rapport aux 100 000 €. Aujourd'hui, on a tendance à réfléchir en euros. Or, quand on parle des sommes folles qu'on voit passer sur les NFT, la majorité de cet argent n'a jamais participé à l'économie réelle. C'est de l'argent de la crypto-monnaie qui a été soit minté, soit spéculé, soit gagné par des gens sur de la pure monnaie virtuelle. Mais la perception que les crypto riches, si je veux les appeler comme ça, ont de leur argent n'est pas du tout la même perception que vous allez avoir de l'argent que vous avez gagné à la fin du mois. Quelqu'un qui va dépenser 69 millions d'euros pour une œuvre purement digitale comme Beeple que vous pouvez télécharger avec votre clic droit, en réalité, l'acheteur qui a dépensé ces 69 millions d'euros aurait pu probablement dépenser 3 fois plus sans que ça change grand-chose, parce que c'est de l'argent qu'il a probablement soit minté, soit gagné sur une plateforme crypto, et dont il n'y a probablement pas la perception qu'a l'argent réel. C'est pas quelqu'un qui a mis sa carte bleue ou qui a gagné 69 millions d'euros en vendant des cornichons pour ensuite les monter et aller acheter une œuvre d'art. C'est ces deux concepts-là qui sont parfois mal compris et qui du coup créent des conversations un petit peu surréelles et une sensation d'absence de bon sens dans toute économie du NFT. Les marques et les entreprises ont investi lourdement, donc des sommes qui donnent le vertige dans les métaverses et les NFT. Quels sont les grands enjeux, selon vous, de cette révolution ? Le e-commerce, l'augmentation des communautés décentralisées, la relation client 3.0 ? Pour moi, le vrai enjeu du NFT, c'est qu'il va structurellement changer le rapport que l'on a à la propriété des objets, physiques et digitaux. Maintenant, il est tout à fait envisageable que, et d'ailleurs c'est ce qui est en train d'arriver,
que les marques, et notamment par exemple, pour l'exemple le plus évident, c'est les marques de luxe qui vendent des produits très chers dans la vie réelle, vont vous dire, bah, vous achetez le sac de telle ou telle grande marque, on va associer cet achat à un NFT, donc à un contrat digital qui sera connu de tous et qui permettra de garantir que vous êtes effectivement le propriétaire du sac numéro de série XYZ. Ce que ça apporte immédiatement, sans aller très très loin, ça apporte le fait que demain, si moi je vais sur des enchères ou au marché aux puces pour être large et je retrouve un sac avec le même numéro de série, je vais pouvoir en tout cas vérifier la chaîne de propriété et me dire s'il est là, c'est soit le propriétaire qui l'a vendu, soit on lui a volé. On est en train de lutter de manière très très immédiate contre la contrefaçon. Et en parallèle de ça, le fait d'avoir ce fichier décentralisé qui relie un sac à une personne, lui permet de rentrer dans ce qu'on appelle le métaverse. Alors il y a plein de discussions sur le métaverse, on a tendance à imaginer des solutions tridimensionnelles avec des lunettes, et il y aura aussi de ça. Mais l'implication la plus immédiate du métaverse, c'est que l'objet physique vous offrira à travers le digital des opportunités, comme le ferait une carte de fidélité, on va dire, directement parce que vous êtes le propriétaire de ce sac. Imaginez que dans la même marque, vous achetiez un sac, des chaussures et des lunettes. Les applications sauront que vous êtes propriétaire des trois et à ce moment-là, ça peut vous donner des droits, des accès, par exemple, au prochain défilé de mode de la marque ou des avantages, comme le ferait une carte de fidélité. Et on est en fait en train d'inventer le lien, le pendant digital de chacun des objets que nous possédons. Et du coup, quand vous vendrez ce sac, dans quelques années, vous vendrez aussi le NFT parce que partie de la valeur du sac, du rapport à la marque, passe par le NFT. Si je peux me permettre un exemple qui moi, m'a permis de comprendre des choses, quand vous achetez un pull, vous allez dans un magasin, vous achetez un pull. En réalité, vous partez avec quoi? Vous partez avec votre pull et vous partez avec le ticket de caisse. Le pull, c'est l'objet dont vous allez profiter. Et puis le ticket de caisse, on a tendance à dire ça n'a aucune importance, si en réalité, c'est un contrat qui vous rattache à la marque et qui vous donne un certain nombre de droits. Typiquement, de dire, je suis rentré chez moi, j'ai vu que le pull était percé, j'aimerais que vous me le remplaciez. Ça, c'est un droit que la marque vous octroie à travers ce ticket de caisse. Le NFT, c'est exactement la même chose. Ça va vous rattacher à la marque à travers le métaverse, ou en tout cas à travers le digital. Ça va changer notre rapport à la propriété. Pas que dans le digital, du coup, aussi dans le physique. On a tendance à parler de l'immobilier ou des choses comme ça. C'est plus difficile, parce que pour la peine, la loi du moindre effort fait que pour aller décentraliser une profession comme celle des notaires, même si ça aurait un sens en réalité, on va avoir besoin d'un effort et d'une normalisation du monde du NFT qui est sans commune mesure avec ce que l'on a aujourd'hui. On peut imaginer que dans un futur proche, le NFT se détache, en tout cas partiellement, de la crypto-monnaie pour devenir un asset purement technique. Quand vous y réfléchissez, il n'y a pas vraiment de raison absolue pour que vous ayez ce certificat de propriété, ce ticket de caisse numérique, et vous soyez obligé d'acheter en Ether ou en Solana ou en d'autres monnaies virtuelles. Il n'y a pas vraiment de raison. Le service rendu est tellement fort, on attend probablement l'émergence d'un certain nombre de chaînes qui seront décorrélées de la crypto en tant que telle. Quelles sont les dérives possibles avec les NFT et comment nous préserver des pirates du web qui rôdent déjà comme des vautours? Quels sont vos conseils? Ce qu'il faut comprendre sur le monde du NFT et de la crypto actuellement, c'est qu'il est complètement déréglementé. Il n'y a pas de réglementation. Et c'est un monde qui est très proche, qui se cherche, comme l'Internet se cherchait en 2000. Rappelez-vous de l'époque où effectivement on investissait dans les entreprises sans trop savoir ce que ça faisait, il y a des sommes folles qui circulaient, on avait les mêmes conversations. Aujourd'hui avec le NFT, on est dans du pur digital, on a une espèce de rattachement de ce NFT à la crypto qui fait que comme dans la crypto, tu as le mot de passe, tu as l'argent, tu n'as plus le mot de passe, tu n'as plus l'argent et il n'y a quasiment pas de recours. Donc on a effectivement une porte ouverte à pas mal de ce qu'on appelle des schemes, donc effectivement des escroqueries qui sont du phishing. On va vous proposer des faux sites d'achat, on va vous proposer des projets qui sont complètement bidons, on va vous proposer tout ça et vous n'avez pas vraiment, comme il n'y a pas vraiment de référent, il n'y a pas vraiment de compréhension et qu'il y a cette pression du FOMO dont on parlait tout à l'heure, de l'envie de participer, on est très enclin à plonger. Donc il faut faire très attention à là où vous allez investir, ne pas oublier que au final c'est de l'argent, on ne sait jamais qui est derrière quel projet et faire attention à ne pas plonger dans des projets qui sont des fakes. Parlons de Wallburners, alors que vous avez créé, quel est l'apport effectif du NFT dans le domaine de la collection d'œuvres et notamment de l'art? Nous, sur Wallburners, on a fait un choix qui était celui de faire le lien entre les collectionneurs réels et puis des collectionneurs crypto, qui pour la peine aujourd'hui achètent essentiellement, comme on le disait tout à l'heure, des petits singes ou d'autres équivalents CryptoPunk et autres, qui pour la peine ne portent pas artistiquement de vraies valeurs. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, on va construire un métier qui va travailler directement avec les artistes,
construire un cadre légal, un cadre technique qui soit assez contraignant pour tout le monde, pour qu'au final, le collectionneur qui achète une de nos œuvres, alors chez Wallburners, on appelle ça des burns, parce qu'en fait, on dit on burn une œuvre, en fait. Vous achetez un package digital, et ce package digital, au-delà d'avoir simplement un ticket de propriété sur une image, va vous offrir un lien légal et structuré avec l'artiste, un certain nombre de contraintes, typiquement une des plus intéressantes que l'on a, c'est de dire que l'œuvre que vous allez acheter en haute définition existera sur un device, sur un téléphone par exemple, et qu'il ne sera visible que sur ce device. Si vous le passez d'un device à l'autre, il disparaîtra du premier. Donc tout est réencrypté à chaque fois. L'idée étant que si vous en êtes le propriétaire, on enlève la partie de la phrase qui consiste à dire tout le monde peut l'avoir. Vous êtes le seul à l'avoir. Je peux vous le prêter, je peux l'envoyer sur un écran, je peux en obtenir un certain usage, mais il ne sera visible qu'à un seul endroit à la fois. L'œuvre d'art du futur, ce que le NFT propose en fait sur les œuvres d'art du futur, c'est qu'elle fait rentrer l'art dans ce qu'est réellement le digital, c'est-à-dire pas seulement une représentation de l'œuvre numérisée, mais surtout une entrée dans les réseaux et dans la communication de l'artiste. L'œuvre d'art du futur, quelle qu'elle soit, que ce soit un burn ou quelque autre que ce soit, va devoir participer. C'est un portail en fait, qui va vous permettre de rentrer dans la communauté de l'artiste, voir l'artiste lui-même, pourquoi pas imaginer une chatroom dans laquelle l'artiste pourrait communiquer, voir d'autres collectionneurs, voir des musées spécifiques. Nous, ce qu'on est en train de mettre en place chez Wallburners pour le milieu d'année, c'est la première exposition de street art décentralisée. Ça va être un grand événement où on aura des artistes en physique qui vont taguer des murs, que l'on va capter, que l'on va vendre sous forme de burn, où il y aura des écrans dans la salle, des gens physiquement pourront voir des burns, donc des œuvres qui auraient été faites ailleurs sur la planète, les acheter. Les gens chez eux pourront eux-mêmes participer. Et on veut essayer de gommer en fait ces lignes entre digital et réel sur du street art. Et pour la peine, c'est réellement innovant. Et pour être très honnête avec vous, je pense qu'on a juste tiré le premier fil de ce que sera l'œuvre d'art de demain. L'œuvre va être un portail vers le reste du monde. Pour moi, la révolution, elle est réellement là. Jusque-là, le digital et l'art se sont croisés soit dans la création digitale, on a fait des œuvres digitales qui ont un marché qui est propre, soit dans la commercialisation. On a digitalisé les galeries, il y a 1 milliard d'initiatives, mais l'œuvre en tant que telle, pour l'instant, à échelle, n'a pas réellement franchi ce pas de la révolution digitale qu'on a vécue, notamment depuis la crise du Covid, dans laquelle on est tous plus digitaux que physiques depuis 2 ans. Longue vie à Wallburners. Merci beaucoup. Merci à vous.